Alors, on va passer au pendant ce temps-là à Kiev. Alors, on en a deux. Ils sont quand même assez épiques. Je vais commencer par le plus drôle. Vous savez qu'un des produits que l'Ukraine exporte le plus, c'est le miel. Ils ont un très bon miel, effectivement. Alors, à votre place, j'éviterai d'en consommer pendant quelques temps du miel ukrainien. Je vous conseille de regarder d'où vient le miel et d'éviter de l'en consommer. Parce que la gamme des miels ukrainiens semble s'être élargie à un nouveau type de produit, à savoir le miel de marijuana. C'est pas une blague. La police ukrainienne a découvert chez un fermier 1,5 kg de marijuana. Et alors, tenez-vous bien, il a déclaré qu'il détenait la drogue non pour la consommer, mais pour en donner à ses abeilles pour améliorer le goût du miel. Oui. Ouais. Donc, ça a eu lieu dans la région de Nikolaïev, dans le sud de l'Ukraine. Il cachait la drogue dans un tiroir de son atelier, et la nouvelle n'aurait rien de sensationnel si ce n'était l'usage dont l'homme en faisait selon ses dires. Voilà, parce qu'il a affirmé ne pas consommer de marijuana, mais qu'il les donnait à ses abeilles et que ainsi leur miel devenait meilleur. C'est ce qu'il a affirmé. Alors, je sais pas. Enfin, si vous avez consommé du miel ukrainien et que vous êtes mis à planer, vous avez l'explication. Ou alors c'était peut-être celui qui fournissait le miel pour les chocolats de Poroshenko. Ah bah tout est possible. En Ukraine, tout est possible. On a peut-être l'explication en fait. C'était peut-être ça. Ils ont découvert 140 grammes de plus dans un paquet de café. Bon, ils risquent jusqu'à 3 ans de prison. C'est quand même... Mais ouais, non, là, je vous recommande d'éviter, là. Entre Tchernobyl et ça, je crois que le miel ukrainien, pendant quelques temps... sauf si vous avez envie de vous offrir des sensations fortes, mais là, c'est quand même grandiose. C'est la première fois que je vois un truc comme ça, quand même. Je veux dire, filer de la marijuana aux abeilles pour améliorer le goût du miel. Je raconte pas les effets du miel. Ça va être sympa. Ça va être un peu dangereux, quoi. Donc, méfiez-vous, regardez d'où vient le miel que vous achetez. Et alors, on avait parlé de cette histoire précédemment, là, de ce scénario de nouvelle attaque contre l'Ukraine avec participation de Yanukovych, qui nous a été offert par Union, donc Union que je surnomme la propaganda Blaïtoumi ukrainienne, parce qu'ils en sont à ce niveau-là quand même pour sortir des conneries pareilles. Donc ils nous ont sorti un politologue qui s'appelle Viktor Roukolov, qui a, non mais asseyez-vous parce que c'est quand même énorme, qui a déclaré que le Kremlin cherche un prétexte pour une intervention armée contre l'Ukraine, avec l'aide des ex-officiels ukrainiens en fuite. Mais il a assuré que ce plan ne marcherait pas. Donc il dit que ça ressemble à la préparation d'une légende, d'un prétexte qui permettra de commencer une intervention contre l'Ukraine, l'intervention russe. Alors là, il y a ce qu'on appelle le casus belli, la raison de la guerre. Alors après, il est parti dans un délire historique. Il a dit de telles choses se sont déjà produites dans l'histoire de l'Ukraine, lorsque le soi-disant gouvernement a été créé à Kharkov contre la Rada centrale, et de là en 1919, les bolcheviks ont lancé une offensive pour ce gouvernement qui en fait ne comptait pratiquement aucun Ukrainien dans sa composition. Il y avait principalement des Russes dans ce gouvernement, des bolcheviks russes, et cette offensive a été menée en grande partie par les forces de la Russie bolchevique, bien qu'il y ait aussi quelques Ukrainiens. Non, mais c'est un peu normal parce qu'en fait, toute cette zone-là, c'est-à-dire Kharkov, puis même la zone où vous avez foutu votre Rada centrale, ça appartenait à l'Empire russe. Donc c'était des Russes avant la révolution bolchevique. Il n'y avait pas d'Ukrainiens. Il y avait que dans votre tête qu'il y avait des Ukrainiens. Ils ont dû fumer le miel du monsieur de la news d'avant, à mon avis. Voilà. Alors après, il est parti dans son délire. Donc comme quoi Yanukovych allait être impliqué dans le truc. Et après, il a assuré donc que le Kremlin ne réussirait pas à mettre en œuvre son scénario d'agression. Il dit « Je pense qu'en dépit de l'ébauche de ce scénario, l'intervention n'aura pas lieu. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à le faire en 2014. » a déclaré l'expert. Alors, comme j'ai dit précédemment, il faudrait vous décider. 2014, ils vous ont envahi ou ils vous ont pas envahi?
Pays agresseur ou pas pays agresseur? Non, parce que s'ils vous ont pas envahi en 2014, ils vous ont agressé de quoi, en fait? Je crois que vous avez perdu votre logique dans les chiottes. Sincèrement. Et leur cerveau. Le cerveau avec, parce que là, c'est pas possible. Je veux dire, à un moment, il faudrait remettre un peu de cohérence dans ce bordel, tu vois. Enfin, je veux dire, comment la Russie peut être le pays agresseur et l'occupant ici dans le Donbass s'ils n'ont pas agressé en 2014? Oui. Expliquez-moi cette merde. Non, sincèrement, hein, parce que je vais être un peu mongol, hein, je sais pas, mais pour moi, il y a un truc qui cloche. Ah bah oui, c'est manifeste. Hein. Pour moi. Hein. Et alors, après, il est parti dans un délire. Donc, il a quelque peu répondu à Yanukovych, hein, qui s'était plaint lors de sa conférence de presse que les Européens l'avaient trahi, etc. Donc, l'expert a expliqué que si Yanukovych n'avait pas fui Kharkov ou Donetsk ou la Crimée et avait été resté sur le territoire ukrainien, il aurait pu organiser une offensive russe contre Kiev depuis ces territoires. Quoi ça aurait changé, enfin, tu vois. Il a dit que c'était pas l'Europe qui avait fait de lui un perdant comme il le prétendait, mais que c'était lui-même, en lui rappelant qu'il avait personnellement choisi de fuir l'Ukraine. Oui. Pour rester vivant. En même temps, oui, pour rester vivant, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire, s'il n'avait pas fui, il se faisait descendre. Donc, bon, à un moment, il a fait une erreur qui a été de quitter Kiev. Il aurait dû rester à Kiev, il n'aurait pas dû se rendre à Kharkov. Ça, c'est effectivement une énorme erreur qu'il a faite. Il n'a pas écouté Vladimir Poutine. Mais, je veux dire, s'il a quitté l'Ukraine, c'est parce qu'il avait les mecs à ses trousses. Hein. Il a failli se faire descendre, quand même. Je veux dire, les Russes l'ont sauvé de justesse. Il a failli se faire flinguer, quoi. Je veux dire, à un moment, il avait le choix entre rester sur place ou se faire flinguer. Bon, il a choisi la solution de sauver sa peau. C'est comme ça. Je veux dire, c'est là que tu vois la réécriture de l'histoire. En live, quoi. Enfin, je veux dire, c'est du délire total. Donc non, là, la Russie n'a pas dans ses cartons de plan d'invasion de l'Ukraine, je vous rassure. La Russie va laisser l'Ukraine se casser la gueule toute seule comme une grande. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais pourquoi la Russie intervient pas? Pourquoi elle va pas sauver l'Ukraine? Mais elle va pas sauver l'Ukraine. Pourquoi faire? Pour se faire traiter d'occupant? Pour se faire traiter de pays agresseur? Pour se faire cracher à la gueule? Pour se prendre encore plus de sanctions dans la gueule? Non. Bon, on rappelle les propos de Pouchkov, dernièrement. Hein. Ah ouais, on va les laisser dans leur merde, mais jusqu'au bout. C'est d'ailleurs quelque chose que Xavier Moreau a très bien expliqué. Je renvoie nos auditeurs à une interview qu'il a donnée sur TV Liberté, qu'on a partagée sur Donbass Insider. Vous pouvez le retrouver sur le site, dans la section analyse. Il a très bien expliqué. La Russie va laisser l'Ukraine faire son expérience ukrainienne jusqu'au bout, y compris si ça doit mener jusqu'à la dissolution complète de l'État ukrainien. Voilà. En gros, l'Ukraine a maintenant un choix. Soit effectivement elle change radicalement de politique, mais j'y crois pas du tout, et elle opte pour une fédéralisation, voire une confédéralisation. C'est le seul moyen de s'en sortir. Soit elle continue sur sa trajectoire actuelle, ce que je pense qu'elle va faire, parce que vu le clown qui est en tête dans les sondages pour les élections présidentielles, c'est Zelensky. C'est la marionnette d'Igor Kolomoïski, donc je vous laisse deviner l'orientation politique du Gugus. C'est un Macron, mais à l'ukrainienne. En pro-néo-nazi. Voilà. Je pense qu'on a bien résumé le schmilblick. Je vous laisse imaginer si c'est ce gars-là qui gagne l'élection. On va pas se diriger vers une application des accords de Minsk. Ah bah non. Voilà. C'est clair, hein. On va pas s'arranger vers une amélioration des relations économiques, diplomatiques, etc. avec la Russie. Donc l'Ukraine va continuer sa descente vers l'enfer. Donc, très sincèrement, et d'ailleurs Xavier Moreau en a parlé très ouvertement sur cette interview à TV Liberté, et c'est un scénario dont moi je parle depuis déjà maintenant 2 ans, à peu près, l'Ukraine court à sa désintégration. C'est-à-dire que là, le pronostic vital de l'État ukrainien en tant que nation est engagé. Ça, Xavier Moreau l'a dit, et là-dessus je suis totalement d'accord, et on est d'accord tous les deux d'ailleurs depuis plus de 2 ans là-dessus. Pour nous, si vraiment, sauf vraiment un changement de politique à 180 degrés, là, ils foncent vers le gouffre. Ils foncent vers le gouffre jusqu'au point où le pays pourrait cesser d'exister. Et c'est pas Washington.
c'est pas Washington qui va entraver cette marche inexorable vers le gouffre, puisqu'ils se servent de l'Ukraine. Enfin, Washington se sert de l'Ukraine comme d'une planche de surf, hein, tout simplement. Hein, oui, tout simplement. Et puis de toute façon, ils n'auront pas les moyens de la sauver. Je veux dire, ils ont entretenu la corruption pour pouvoir placer qui ils voulaient à la tête de l'État. Résultat, les armes qu'ils donnent se font voler. Mais ils se retrouvent avec des incompétents qui sont incapables de redresser le pays et qui ne veulent pas, parce qu'en fait, ils veulent s'enrichir, ils sont juste là pour s'en mettre plein les fouilles, et puis ils laissent le pays complètement crever. C'est ce que disait cet expert sur la chaîne 112, où il disait, de toute façon, parti comme on est parti, on va descendre en enfer. On va descendre en enfer, parce que ça va très mal se terminer. On ne peut pas rembourser nos dettes, l'économie du pays se casse complètement la gueule, les gens qui sont à la tête du pays sont juste là pour s'en mettre plein les poches. Ils ne font strictement rien pour sauver la situation, bien au contraire. Tous les gens qui étaient compétents se sont barrés à l'étranger, soit en Russie. Je rappelle qu'il y a quand même actuellement plus de 3-4 millions d'Ukrainiens qui se sont barrés. Je veux dire, le pays se vide. Tous les jeunes qui sont en capacité de se sauver se sauvent. Il y en a plus d'1,5 million ou presque 2 millions, je crois, en Pologne. Maintenant, ça commence à essaimer dans d'autres pays d'Europe. Russie, donc 3-4 millions, si c'est pas plus. Je vais dire, à la fin, il vous restera plus personne. Enfin, il vous restera les vieux, les alcoolos, et puis les politiciens corrompus. Voilà. Ça va être beau, hein, un pays comme ça. Je veux dire, c'est pas possible. Je veux dire, un pays qui survit grâce à l'argent que ces citoyens qui ont émigré envoient au pays, c'est pas viable. Vous en êtes bien conscient quand même à un moment. Parce que, au bout d'un moment, ceux qui ont émigré vont finir par s'installer pour de bon là où ils sont. Ils vont faire venir tous ceux de leur famille qui vont pouvoir faire venir. Et puis, une fois que la babouchka ou le grand-père seront morts, ils arrêteront d'envoyer du pognon. Il y a un moment où le robinet il va se tarir. Pareil pour le transit du gaz. Vous pouvez tempêter contre Nord Stream 2. L'Allemagne, elle a fait plier la France sur cette histoire. Oui. Alors que Macron emboîtait le pas à Washington. À Washington, mais Tata Merkel, elle lui a dit ta gueule, petit con. J'ai hors de question que je paye le gaz 30% plus cher alors qu'on est en train d'arrêter nos centrales nucléaires. Donc tu fermes ta gueule, tu fais ce que je te dis. C'est ça qu'elle a dit, Mouti Merkel. Faut pas se leurrer. Faut arrêter les bêtises. L'Allemagne a besoin d'un gaz rapidement disponible en grande quantité et pas cher. Elle peut pas se permettre de payer du gaz américain 30% plus cher que le gaz russe. C'est pas possible. Oui, parce que ça va rentrer en ligne de compte dans la compétitivité allemande. Et oui, Donc, l'Allemagne est un pays hautement industriel qui a besoin de ce gaz. Donc, résultat des courses, c'est Merkel qui va dicter la politique de l'Europe dans ce domaine-là, et Washington pourra danser sur sa tête. L'Allemagne leur dira, vous êtes bien gentils, mais non merci. Merkel va déjà, les tarifs électriques d'électricité en Allemagne sont déjà parmi les plus élevés, si pas les plus élevés d'Europe. Donc, elle va pas se prendre une hausse de 30% du prix de l'électricité en plus dans la gueule. Là, pour le coup, ils auront des gilets jaunes allemands, là. Oui. Alors que nous, on supporte, parce que moi, j'ai constaté, il y a quelques années, c'était pas le cas. Quand tu ouvres le gaz et que tu y mets le feu, tu as une odeur de paraffine. Et ça, c'est typique des gaz de schiste. Mais de toute façon, donc ces gaz sont déjà extrêmement polluants à extraire. Oui. Plus cher, et en plus il faut les faire venir par bateau. Donc en cas de coup de froid violent, ils vont mettre 3 semaines à arriver. C'est ça. Je veux dire, là-dessus, l'avantage des gazoducs russes est indéniable. C'est moins cher, c'est du gaz plus propre, et en plus, en 24 heures, ils peuvent te débloquer la quantité de gaz dont l'Europe a besoin. Ils l'ont déjà prouvé, là, quand il y a eu des coups de froid, pas cet hiver-ci, mais l'hiver précédent. Ils ont débloqué en 24 heures, l'Europe avait le gaz dont elle avait besoin pour pouvoir se chauffer. Oui, alors qu'aux États-Unis, je crois que c'était le Massachusetts qui était plongé dans un froid absolument polaire, et il a fallu 3 semaines pour que la Russie achemine du gaz sous forme liquide par bateau. Bah oui, mais je veux dire, faut le temps qu'il traverse l'océan. La distance à couvrir, puis ces bateaux-là, c'est pas des trucs super rapides.
Donc forcément, face à ça, je te dis, les gazoducs sont ultra compétitifs. Et la Russie le sait très bien, et l'Allemagne il le sait. Donc t'as Mouti Merkel, elle a appelé Macron, elle lui a dit écoute petit con, tu fermes ta gueule, tu fais ce que je te dis, et puis c'est tout. Point, fin de l'histoire. Donc voilà. Je veux dire, l'Allemagne a des intérêts économiques à garder des relations pas trop pourries avec la Russie. Entre autres à cause de la question du gaz, et donc je peux t'assurer que Washington peut faire pression tant qu'ils veulent sur Merkel, ça bougera pas. En tout cas, la situation de l'Ukraine est catastrophique. Un autre indicateur qui le montre très bien, c'est que l'Ukraine est un foyer littéralement endémique de rougeole. Oui, absolument. Ils ont une épidémie de rougeole galopante, ils ont le plus grand nombre de morts dans toute l'Europe. Le plus grand nombre de contaminations et le plus grand nombre de morts. Je crois que l'OMS a même lancé une alerte pour les autres pays. L'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Parce que les gens font plus vacciner leurs gosses. Mais comment tu veux qu'ils les fassent vacciner ? Ils ont déjà plus de pognon pour payer leurs factures. Ils ont plus de pognon pour payer leurs factures. Ils ont leur ministre de la Santé, la Souproune, là, celle qui te parlait de Poutine en même temps que du cholestérol, qui se retrouve emmerdée par le ministère de la Justice, qui a délivré un truc comme quoi elle peut pas officier comme ministre, parce que c'est une elle était ancienne citoyenne américaine. Enfin bon, ça marche sur la tête, l'Ukraine. Post-Maïdan, c'est révolution de la dignité. Je sais pas où est la dignité, mais soit vous avez confondu avec le dictionnaire de la novlangue de 1984. En tout cas, c'est la preuve qu'un pays qui dégringole comme ça sur le plan économique voit réapparaître des maladies, des épidémies qui avaient disparu ou qui avaient été contenues. Et il faut craindre la même chose. Ils ont des problèmes de tuberculose phénoménales, mais ça depuis longtemps. Je veux dire, t'as ici des sanatoriums et des hôpitaux qui sont spécialisés là-dedans. Il manquerait plus que la peste noire et puis on aurait le... Non mais je veux dire, mais déjà la rougeole, là ils ont eu je sais plus combien de morts, mais c'est monstrueux quoi. Enfin, c'est effrayant. Ça devrait plus arriver des trucs comme ça. C'est des trucs que tu vois dans les pays africains qui sont en pleine guerre. Ouais. Voilà, vous avez la Somalie aux portes de l'Europe. Et vous avez cette Somalie ukrainienne qui est en train de toquer à la porte de l'UE et de l'OTAN et qui est là, mais laissez-nous rentrer. Vous voulez vraiment laisser rentrer un pays qui est dans cet état-là ? Non mais allô ? Non mais là, à un moment, il faut se payer un cerveau, quoi. C'est n'importe quoi. L'Ukraine est en train de foncer vitesse grand V vers le gouffre. Le FMI peut bien leur filer quelques milliards, ça ne les sauvera pas. Ça ne les sauvera pas. Les ports de Mariupol, de Berdyansk sont en train de tirer la sonnette d'alarme parce qu'ils ont de moins en moins de trafic. Bon, ils attribuent ça, bien entendu, aux histoires avec le pont de Kerch et machin, mais c'est pas ça. L'économie ukrainienne se casse la gueule. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'ils exportent ? Qu'est-ce que tu veux qu'ils exportent ? Les Américains, les Allemands et les Français ont fait un truc extraordinaire en 2014. Ah bah, les Européens de manière générale, comme l'a dit Yanukovych. Ils ont signé un papier. Il a dit, moi j'ai cru en toute bonne foi que les mecs... Attends, c'est quand même des ministres des Affaires étrangères européens. Il y avait Fabius, un papier. Il y avait Fabius dans le tas en plus. Fabius dans le tas, voilà. Bon, il dit, pour moi, quand des mecs aussi importants que ça signent un papier... c'est qu'ils vont le respecter, qu'ils vont être garants du truc, tu vois. Enfin, je veux dire, ça peut paraître un peu naïf, mais le gars te dit, moi j'ai cru que voilà, les gars ils ont signé, c'est les ministres des Affaires étrangères, c'est pas le clampin, tu vois, c'est pas le balayeur, c'est le ministre des Affaires étrangères, donc c'est quand même le premier diplomate de plusieurs pays européens, enfin les premiers diplomates de plusieurs pays européens qui ont signé cet accord avec l'opposition. Pour moi, c'est un truc contraignant, tu vois, juridiquement contraignant avec les... Pour lui, c'était impensable que les mecs s'assoient sur l'accord qu'ils ont signé 24 heures après l'avoir signé. Pour lui, c'était surréaliste. Et pourtant, Yanukovych, c'est pas un perdreau de 6 semaines. C'est pas la pro de 6 semaines, c'est pas un perdreau de 3 jours. Le mec, c'est quand même un mec qui est quand même bien corrompu. Le mec te sort comme ça, mais pour moi, c'était complètement inenvisageable. Ben ouais, mais si, ils te l'ont fait. Ils te l'ont fait à l'envers et bien comme il faut. Et maintenant, vous avez ça, vous avez ce boulet au pied et maintenant, démerdez-vous avec.
Donc entre la guerre de religion, l'effondrement économique, parce que la guerre de religion, je vous en ai pas reparlé, mais ça part en couille. Hein. Je veux dire, les agressions se multiplient, y compris contre les prêtres, contre les babouchkas qui font partie des paroissiens. Dans une église, ils ont même menacé d'enlever le gamin d'un des prêtres, puisque dans l'orthodoxie, tu peux devenir prêtre en étant marié. Oui. Donc, tu as des prêtres qui ont des enfants. Donc, il y a eu un coin d'Ukraine, en Transcarpathie, où les néo-nazis ukrainiens ont menacé d'enlever son gamin. Enfin, oui. Pour l'obliger à passer dans l'église des schismatiques. Enfin, vous voyez ça? C'est un pays, ça encore? C'est un pays européen, c'est un pays avec une identité européenne. Excuse-moi, ça me fait penser au Zimbabwe, quoi. Oui, puis encore le Zimbabwe, il se passe pas des trucs comme ça. Hein. Je veux dire, tu te croirais dans des pays africains comme le Sierra Leone ou le Lesotho ou la Somalie ou mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Et vous voulez faire rentrer ça dans l'Union européenne? Et vous leur avez donné un régime sans visa? Mais vous êtes complètement tarés. Complètement taré. Mais il va falloir assumer les conséquences, parce que quand ce truc va se péter la gueule, ça va faire comme un trou noir. Hein. Ah oui, un appel d'air, hein, joli. Hein. Ça va être magnifique. Hein. Les pays voisins, ils vont aimer. Hein. Surtout les Polonais, hein, je pense que ça va être folklore. Ouais. Faut arrêter de fermer les yeux sur les crimes de tous ces gens-là à un moment. Enfin, je veux dire, remettez-vous en question, remettez en question les décisions que vous avez prises et celles de vos prédécesseurs. Et faites le ménage avant qu'il soit trop tard. Parce que quand ce truc va s'effondrer complètement, que la population va fuir en masse dans les pays voisins, et que vous allez vous retrouver avec des invasions massives de groupuscules néo-nazis armés jusqu'aux dents, il sera peut-être un petit peu trop tard pour vous dire, bah merde, on aurait mieux fait de pas soutenir le Maïdan. Parce que la Russie, elle va verrouiller sa frontière, et puis ils vont vous dire, démerdez-vous. Hein. Ah, vous l'avez voulu, vous l'avez eu, maintenant assumez. Hein. Point, fin de l'histoire. Et c'est ce que la Russie attend ça. Hein. Ne vous leurrez pas, la Russie n'interviendra pas. La Russie ne lancera pas d'offensive contre l'Ukraine. Ils vont laisser l'Ukraine se casser la gueule jusqu'au ground zéro, jusqu'au niveau zéro absolu, jusqu'au moment où l'État n'existera plus en tant que tel. Et ils vont attendre que des régions entières appellent la Russie à l'aide, comme l'Hetman cosaque Bogdan Khmelnytsky en 1654, et ils vont dire, s'il vous plaît, grand frère russe, venez à notre rescousse. Et là, ouais, la Russie dira, ok. Elle dira, vous nous présentez des papiers, des machins, et puis là, mais il faut pas rêver. Ils vont pas intervenir militairement pour sauver l'intégralité de l'Ukraine. Hein. Ah oui, c'est à un moment, il faut arrêter les conneries. C'est un moment, sauvez-vous vous-même, quoi. Donc voilà un petit peu la situation. Mais pour ceux qui se demandent mais pourquoi la Russie n'intervient pas, la Russie ne va pas prendre le risque de se mettre en infraction du droit international. Elle va laisser l'Ukraine vivre son expérience ukrainienne jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la désintégration totale. Oui, parce que les Russes savent très bien que les Américains n'attendent que ça, parce que les Américains veulent faire la guerre à la Russie, mais ils ne veulent pas en être, entre guillemets, officiellement responsables. Donc ils provoquent la Russie. Que l'Ukraine aura complètement disparu, que ça sera acté officiellement à l'échelle internationale, que l'Ukraine n'existe plus, que c'est le bordel, que tu vas voir des républiques populaires qui émergent de partout, comme au moment de la révolution bolchevique. On va avoir une république populaire d'Odessa, une république populaire de Kharkov, etc. Bon, ben, là... Voilà. Puis comme l'Ukraine a détruit le traité d'amitié et de coopération avec la Russie, la Russie dira mais écoutez, vous voulez que je reconnaisse les frontières de quoi là? Oui, parce que c'était marqué dedans. Voilà. Enfin, je vous dis, la Russie joue la montre. C'est une opération de patience, c'est tout. C'est une opération de patience. C'est joueur d'échecs. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc je pense que la situation va continuer vers une escalade lente mais sûre avec l'élection présidentielle en cours, parce que ça arrange bien Poroshenko de faire monter la tension. Donc je pense pas qu'on va aller vers une amélioration de la situation dans un avenir proche. C'est assez inquiétant en tout cas. Donc situation à suivre de très près. Y compris donc la situation politique, économique et religieuse en Ukraine, la situation militaire ici,
Donc voilà. Donc je te dis à la semaine prochaine, en espérant qu'ils vont pas nous refaire de nouveau massacre à hockey choral chez les civils. Ça, c'est quand même ma grosse crainte. D'accord. Merci en tout cas, Christelle, de nous donner ces informations-là. Effectivement, on est dans un moment difficile, un moment inquiétant, très inquiétant même. Et bon, il faut attendre. Hein. On ne sait pas ce qui va se passer. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Ouais. Donc, je te souhaite une bonne soirée. Je te remercie encore une fois. Et dans une semaine, à samedi prochain. À samedi prochain. Au revoir.